Bien, mesdames et messieurs, nous essayons de commencer à l'heure. Je vous remercie tous d'être présents ici ce soir. Je remercie particulièrement un député important de l'Assemblée nationale et mon ami Gilles Carrez qui nous a permis de tenir ce colloque ici, ainsi que son équipe. Je remercie aussi le magazine Challenge, représenté ici par Pierre-Yves de Menton, qui animera la première table ronde et grâce auquel aussi nous avons pu tenir ce colloque. Il m'appartient, et c'est un plaisir et un honneur, d'introduire le colloque. Et pour ne pas être long, parce que si j'étais trop long et complet, vous partiriez après mon introduction, ça serait vraiment dommage. Pour ne pas non plus rendre le débat ouvert ou le fermer trop rapidement, je voulais vous répondre à 4 questions. Premièrement, qui sommes-nous ? Le CEREME. Deuxièmement, pourquoi nous avons choisi un engagement philanthropique dans le domaine de l'énergie ? Troisièmement, pourquoi ce colloque aujourd'hui, ici et maintenant, diraient les philosophes ? Et quatrièmement, je terminerai par un mot qui sera notre conviction. Voilà, j'observe que la salle est très pleine et je vous remercie à tous ceux qui sont présents d'avoir fait l'effort de venir. Je sais que certains d'entre vous doivent filer à 16h à l'Élysée parce qu'il y a une conférence de presse impromptue qui peut peut-être vider notre salle en partie, mais peut-être ici apprendrez-vous des choses plus importantes que celles que vous apprendrez à l'Élysée, j'espère. Alors, qui sommes-nous ? Le CEREME, c'est une association loi de 1901 créée par un groupe de citoyens indépendants. C'est un mot très important. Ils viennent de différentes origines. Votre serviteur, je commence par me présenter. J'ai été pendant 10 ans au ministère des Finances. J'ai servi 2 grands groupes qui étaient le groupe Sanofi et le groupe Suez, devenu Engie aujourd'hui, et j'ai créé une activité d'investissement dont je ne suis plus un membre actif, seulement un président non exécutif. Et j'ai investi mon temps dans la philanthropie. J'ai rencontré d'autres citoyens comme moi, certains qui avaient été militants dans l'énergie, notamment autour des sujets de l'éolien, d'autres qui étaient d'anciens responsables d'EDF, qui nous ont apporté toutes leurs compétences, d'autres enfin qui étaient simplement soucieux des intérêts de la France et qui voulaient, en nous rejoignant, manifester une activité citoyenne. Pourquoi nous sommes-nous engagés dans l'énergie ? Il se trouve que ce secteur de l'énergie a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il est très lié à une cause qui est la cause première qui nous tient à cœur, qui est celle du climat. Beaucoup des enjeux de l'avenir climatique et des réductions des émissions se jouent dans le secteur de l'énergie et particulièrement dans les décisions qui sont prises dans le domaine de l'électricité. Deuxièmement, l'électricité est un produit très technique. J'ai salué de nombreux représentants ici du monde de l'électricité. Donc je ne vais pas leur faire l'insulte de leur dire qu'il faut préciser un certain nombre de choses qu'ils connaissent par cœur, mais quand même, quand j'utilise la métaphore suivante, que dans un hôtel, quand le matin, tous ensemble, à la même heure, nous prenons notre douche, eh bien, on n'a pas tous de l'eau chaude en quantité, en pression suffisante, mais on arrive à peu près à prendre notre douche. En revanche, quand tous les Français allument leur poste au même moment, EDF ne peut pas se permettre de réduire le débit et de laisser chacun de nous avoir un morceau d'électricité. C'est tout le réseau qui est en jeu. Donc l'électricité, c'est un produit très technique qui est à gérer à la seconde près et en même temps pour lequel il faut prévoir la production 15 ans, 20 ans à l'avance, sans parler des lignes électriques. Donc c'est un domaine extrêmement complexe. Et quand on arrive au débat public, on s'aperçoit qu'autour de l'électricité, on dit beaucoup de bêtises. On peut même être inquiet de certaines confusions. Je vous donne quelques exemples. Certains d'entre vous m'ont parlé du scandale de l'électricité dite verte. C'est vrai que j'étais dans des comités d'entreprise cotées où on basculait nos data centers pour qu'ils soient à l'électricité verte. Bon. C'est quand même une très grande approximation. Chacun sait que quand il y a du soleil et du vent, on peut avoir de l'électricité verte, mais que la nuit, sans vent, les data centers, ils fonctionnent avec une électricité qui est tout sauf verte. Alors s'il s'agit d'un poulet bio qui a été nourri pendant une semaine de manière bio et puis pendant 10 semaines aux antibiotiques, il y a des articles plein les journaux. Par contre, toutes les publicités pour l'électricité verte fleurissent partout et personne n'y trouve à redire. Alors j'ai vu récemment qu'il y avait quand même un comité de normalisation qui allait se créer pour décider quand on pouvait revendiquer la qualité d'électricité verte. Je dirais, il était temps.
On a la même confusion lorsque des rapports en cours sont discutés entre les térawattheures et les gigawatts. Bon. La tendance naturelle est de dire, mais M. Moreno, le CRME, quelle est la proportion, c'est un journaliste qui me posait la question, d'électricité nucléaire et d'électricité renouvelable que vous préconisez? Je lui ai dit, écoutez, madame, ce n'est pas cette proportion qui est importante, c'est comment on va faire face aux pointes, c'est-à-dire la puissance disponible le jour où tout le monde prend sa douche en même temps, la douche étant évidemment les appareils électriques. S'il s'agit de savoir quelle est la proportion d'électricité en cumul sur l'année qui a été produite notamment par des éoliennes qui produisent de l'électricité parfois, voire même souvent, quand on n'en a pas besoin, mais pour lesquelles on a décidé d'un privilège d'accueil sur le réseau qui fait que les autres sources d'électricité doivent s'effacer, quel sens a la notion de production cumulée? Alors, j'ai eu cette discussion avec nos amis du RTE récemment. Malheureusement, c'est tellement simple de dire il y a un scénario à 20% de nucléaire, un scénario à 50% de nucléaire et un scénario à 70% de nucléaire, que ma tentative de rectifier cette approximation est vaine. Alors quand vous regardez dans les détails, il y a une colonne qui dit comment on fait face aux pointes. Et c'est cette colonne-là, évidemment, la plus importante. Donc l'électricité est un produit technique, un produit sur lequel il peut y avoir des confusions, et un produit dont les enjeux sont colossaux, alors non seulement par la longueur des investissements, mais quand vous réfléchissez aux conséquences de choix qui seraient erronés, on voit en chaîne qu'il y a les conséquences sur le climat, les conséquences sur l'emploi, les conséquences sur la compétitivité d'un pays. Dans un pays qui a eu récemment des manifestations aux Gilets jaunes et qui, ces jours-ci, avait un grand débat pour savoir si l'addition du plafonnement des hausses de tarifs d'électricité à 4% serait de 4 milliards ou de 8 milliards ou de 12 milliards, on voit que la sensibilité prix du courant pour nos concitoyens est un élément majeur, et c'est un élément très important qui est rarement abordé par un certain nombre de personnes qui ont des intérêts à biaiser le débat. Et puis pour finir, l'indépendance. On peut tenir des discours d'indépendance dans des contextes où les gens disent « oui, mais écoutez, cette indépendance, finalement, on vit très bien sans l'avoir ». Mais cette actualité récente, avec le chantage de M. Poutine qui a dit l'Europe, si vous voulez que je prenne des mesures sympathiques pour tous sur le gaz, il faudrait que vous ayez une politique étrangère et des sanctions un peu moins sévères vis-à-vis de la Russie. D'un autre côté, presque anecdotique, mais quand même, quand la France a laissé entendre qu'on pourrait couper l'électricité à Jersey et Guernesey si on ne nous donnait pas les 150 dernières licences de pêche, on est quand même bien dans un monde où le sujet de l'indépendance nationale et de la dépendance, même vis-à-vis de nos voisins européens, est quand même un sujet majeur. Donc voilà les enjeux et voilà la raison pour laquelle notre équipe du CRME s'est engagée de manière philanthropique. Et je le précise quand même, avant que vous me posiez la question, nous n'avons aucun financement public. C'est l'argent des personnes physiques qui participent au CRME qui est investi dans le travail modeste par rapport aux grandes institutions qui sont présentes dans ce domaine que nous effectuons. Ceci nous rejoint pour la troisième question. Pourquoi ce colloque aujourd'hui et maintenant? Bon, la première raison, c'est que nous sommes à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale fait les lois et que notre analyse nous a conduit à constater que le domaine de l'énergie était aujourd'hui sous l'empire de lois non seulement obsolètes, mais qui nous mènent dans une situation très dangereuse. Alors, je ne dirai qu'un seul mot. Ces lois, vous savez qu'elles datent de l'époque où, avant l'élection du président Hollande, il y a eu un accord avec les écologistes. Et puis, les process de consultation et de publication des lois ont fait que le dernier avatar est un décret d'avril 2020, en plein confinement, qui annonçait encore une baisse tendancielle de la consommation d'électricité volontariste et qui annonçait la nécessité de fermer des réacteurs nucléaires qui étaient en parfait état de marche, à l'image de ce qui a été fait peu de temps avant sur Fessenheim. Quelques mois ont passé et notre président de la République, heureusement, bien informé, dans un contexte qui avait peut-être évolué aussi, a annoncé officiellement la relance du nucléaire. Imagine-t-on relancer le nucléaire dans le cadre législatif d'une loi qui prévoit des fermetures anticipées? Vous savez que dans le nucléaire, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est prolonger une centrale existante.
sans les normes de sûreté sont respectées. Bon. Donc on ne va pas, au moment où on va dépenser de l'argent pour faire du nouveau nucléaire, fermer par anticipation les installations qui fonctionnent parfaitement et qui peuvent être prolongées. Ces lois, donc, elles ont une conséquence dramatique à court terme. Si EDF se mettait au nom de la loi à arrêter des réacteurs, on préparait l'arrêt des réacteurs, je pense qu'ils ont le bon sens quand même de se dire que peut-être qu'il faut attendre des instructions supplémentaires, mais vous savez que les lois en France sont appliquées puis déclinées par des préfets, et puis quand il y a des jugements devant des tribunaux administratifs, à un moment donné, comme dans l'énergie, on empiète sur la liberté des voisins, ces juges, ces préfets sont amenés à arbitrer au nom de l'intérêt général. Et l'intérêt général, comme ils ne veulent pas l'inventer, ils vont le chercher dans la loi. Et donc, aujourd'hui encore, au nom de la loi, se décident des décisions judiciaires, des autorisations de construction, d'installation dans les énergies intermittentes, qui sont, à notre avis, en contradiction avec les futures lois qui actualiseront la vision du gouvernement sur la politique énergétique. Mais nous sommes là dans une sorte de fenêtre de temps suspendu, et notre raison de tenir ce colloque aujourd'hui dans ce domaine, c'est qu'il y a urgence. Alors une loi, ça ne se refait pas en quelques jours, mais au moins à suspendre une partie des mesures qui sont prévues dans ces lois, dont les conséquences sur le terrain ne sont pas pour l'instant suspendues, et qui pourtant devraient l'être dans la nouvelle perspective qui se dessine, y compris celle du rapport de RTE. Donc la première raison est celle de l'importance de porter le débat au sein même de l'endroit en France où sont conçues, où sont réfléchies, où sont décidées les lois. La deuxième raison, c'est l'actualité. Le premier point d'actualité qui se joue peut-être dans les heures qui viennent, nous ne sommes pas informés des détails, c'est qu'il y a à Bruxelles un bras de fer entre 7, 8, 9, 10, 11 pays qui veulent que l'énergie nucléaire soit reconnue pour ce que les scientifiques ont eux-mêmes affirmé dans plusieurs rapports, à savoir que c'est une énergie durable. Elle a des inconvénients, aucune énergie est sans inconvénients, mais ayant tout pesé les avantages et les inconvénients, ils ont conclu que le nucléaire était une des énergies principales pour contribuer à la limitation des émissions, donc à la lutte contre le réchauffement climatique, et deuxièmement, que ces inconvénients, c'est-à-dire les risques d'accidents, la gestion des déchets, était gérée en Europe d'une manière telle qu'elle ne risquait pas de faire plus de dommages, plus de dégâts, do not harm, c'est le critère en anglais, que les autres énergies déjà labellisées comme énergie durable. Il est clair que cet engagement de l'Europe, cette reconnaissance par l'Europe du caractère durable de l'énergie nucléaire est un élément fondamental pour la France. Il est clair aussi que les pays voisins importants qui ont fait le choix de renoncer à cette énergie voient d'un très mauvais œil les atouts économiques que donnerait à la France un investissement dans ce secteur, alors qu'eux-mêmes s'en sont privés. En partie, on les comprend, parce que s'il y avait un grand accident nucléaire en France, évidemment, ils en subiraient les conséquences sans avoir les avantages du nucléaire. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend leurs intérêts que nécessairement on est obligé d'épouser les leurs. On est quand même dans un monde de la politique internationale où il faut gérer des conflits d'intérêts entre les pays. Et les intérêts de la France seraient gravement compromis si cette actualité ne débouchait pas dans les jours qui viennent sur la classification du nucléaire dans la taxonomie, c'est-à-dire dans la classification européenne, dans la catégorie durable. J'ajoute que certains écologistes du Parlement, représentant la France d'ailleurs, ont proposé que nous acceptions d'être sur un strapontin qui est celle de l'énergie de transition. Une énergie de transition, c'est une énergie dont le statut est révisable tous les 3 ans, une sorte de CDD, pour avoir des financements verts. Comment imaginer qu'on peut relancer une énergie nucléaire dont les enjeux sont à 30 ou 40 ans dans un cadre législatif européen qui, tous les 3 ans, menacerait de revenir en arrière? C'est évidemment impossible. Donc, quelque part, cette catégorie énergie de transition, même si on l'appelle décarbonée, comme le proposait Thierry Breton il n'y a pas longtemps, aurait comme conséquence de continuer ce que j'appelle, peut-être en exagération, mais une sorte de mort lente ou d'étouffement de la compétence française dans le domaine nucléaire, chose qu'on verra d'ailleurs dans la 3e table ronde. Je vais aller plus rapidement pour l'actualité, mais enfin je cite simplement le rapport de RTE qui est posé sur la table. Je l'ai apporté d'ailleurs avec moi, il est épais comme ça, il y en a 675 pages. Je ne crois pas que les personnes de RTE finalement aient pu venir nous voir aujourd'hui. Je voudrais au passage quand même rendre hommage
au travail extraordinaire qui a été fait par RTE. RTE est devenu le commissariat au plan de l'énergie en France. Donc il faut tirer un sacré coup de chapeau à la fois au travail de fond qui a été fait par leurs ingénieurs et au travail de concertation qui a associé un très grand nombre d'associations, dont le CEREME. Il y a le rapport, et puis il y a la synthèse, et il y a l'exploitation du rapport. Autant nous tirons un coup de chapeau sur le rapport, sur les précautions qu'il prend dans tous les domaines, autant nous sommes évidemment très sensibles, pour ne pas dire réticents, de voir la manière dont ce rapport a été interprété, puisque ce qui était la synthèse du politique, c'est dire dans tous les scénarios, on a besoin de doubler l'investissement dans les énergies renouvelables intermittentes. Nous disons, dans notre scénario, on peut montrer qu'on peut se passer complètement de ces énergies et faire d'énormes économies pour la France en ayant des bénéfices très importants sur le plan industriel et climatique. Donc vous voyez qu'à partir d'un même rapport, on peut avoir des conclusions qui conduisent à des politiques opposées. Et donc c'est un des points importants de cette actualité qui nous mobilise aujourd'hui, c'est que nous voulons verser au dossier du débat des éléments permettant de sortir du simplisme que je viens de vous dire, qui était celui de la synthèse politique, qui a un côté évidemment assez séduisant aujourd'hui, puisqu'on fait en même temps du nucléaire et en même temps de l'énergie renouvelable intermittente. En période électorale, ce n'est pas tout à fait absurde que ce positionnement-là soit adopté. Mais il appartient aux citoyens qui n'ont pas d'enjeux électoraux à court terme que nous sommes de dire les choses à nos concitoyens et de participer au débat en explicitant toutes les conséquences de ces décisions. J'en viens à ma conclusion, en espérant ne pas avoir été trop long, qui est de vous dire notre conviction. Bon, notre première conviction, c'est que le débat public aujourd'hui est très largement biaisé par un certain nombre de préjugés. J'en prendrai un exemple incontestable. Il est de mauvais ton de critiquer les médias, je ne le ferai pas en général, mais il y a une chaîne publique française qui, il se trouve, est franco-allemande et qui s'appelle Arte. Nous avons passé en revue depuis 6 ans quelles émissions cette chaîne avait sélectionnées sur le sujet de l'énergie. Et il y a 99,99%, en réalité 100%, qui sont des documentaires à charge sur la catastrophe de Tchernobyl, sur les risques d'accidents nucléaires, sur l'interview de gens hostiles au nucléaire, etc. Donc ce n'est pas étonnant, c'est franco-allemand, mais nous disons quand même, dans le service public, il devrait y avoir plus d'équilibre. Bon, il se trouve que récemment, nuitamment, c'était dimanche dernier, entre 9h et 11h du soir, une chaîne privée, en l'occurrence M6, qui s'appelle Dossier Tabou, a fait une émission qui rééquilibre le débat en mettant en évidence un certain nombre de sujets écologiques très lourds liés aux batteries notamment et aussi à l'éolien. Donc notre premier sujet et notre première conviction, c'est qu'il y a un vrai besoin en France aujourd'hui de rééquilibrer ce débat. Sur ce point, une remarque aussi, il y a des intérêts financiers énormes chez les promoteurs d'énergie renouvelable. Vous savez qu'ils ont fait fortune, les promoteurs, qu'ils ont vendu très cher leur société. Bon, moi, je ne suis pas contre les bonnes affaires, je suis dans un métier où on investit pour faire des bonnes affaires. Mais ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que ces personnes bénéficient d'avantages économiques créés par la loi, et donc ils ont un intérêt important financier à modifier les lois, ou en tout cas à préserver les lois qui fixent leur intérêt. Donc que ce soit les procédures allégées pour implanter les parcs éoliens, que ce soit les prix pour les petits parcs en dessous de 6 éoliennes où il n'y a pas d'appel d'offres, etc. Donc aujourd'hui, le CEREME a des moyens financiers qui sont ceux de citoyens et qui peuvent aller jusqu'à quelques centaines de milliers d'euros, mais pas beaucoup plus. Et en face, on a des groupes industriels qui sont capables de mobiliser dans leur communication des millions d'euros, pour ne pas dire beaucoup plus. Donc il y a un certain déséquilibre dans un débat démocratique. Quand il y a d'un côté beaucoup d'argent et de l'autre certainement de l'intelligence, mais pas beaucoup d'argent, il y a un risque que ce débat soit dévié. Première conviction, il faut rééquilibrer ce débat. Deuxième conviction, je la conclus très rapidement, c'est suspendre les effets des lois obsolètes au nom desquelles aujourd'hui on avance dans une direction qui s'avérera contraire aux intérêts bien compris de la France. Troisième conviction, nous pensons qu'il ne faut pas donner d'exclusive. Toutes les énergies ont leur intérêt.
installer beaucoup d'éoliens dans la mer du Nord, même si j'ai vu que les pêcheurs n'étaient pas très contents, ça peut avoir un intérêt pour diminuer les émissions de gaz dans les centrales à charbon polonaises ou allemandes. Donc il y a des endroits où les énergies, même si elles sont intermittentes, ont une valeur ajoutée climatique importante, voire économique. En revanche, il y a des pays dans lesquels développer ces énergies est aberrant. Donc là, il y a un effet d'imitation qui est catastrophique sans tenir compte des spécificités des côtes françaises, par exemple, comme à Saint-Brieuc, de tenir compte de la beauté des paysages français. Si on met d'immenses zones avec des panneaux solaires dans le Sahara ou dans les régions désertiques de l'Espagne, je ne pense pas que ça gênera beaucoup de monde. En revanche, si on continue à réduire la forêt des Landes pour en faire une forêt de panneaux solaires, il y a un moment où on se dira, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire ça? Donc, le troisième élément, c'est une utilisation raisonnée. Notre slogan, un peu prétentieux, du CRME, c'est l'énergie de la raison. Voilà. On aimerait qu'il y ait une utilisation raisonnée des énergies en fonction de leur contexte. Et enfin, notre dernière revendication, souhait, qui sera abordé dans la dernière table ronde, c'est qu'une relance du nucléaire, nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour dire que ça se fera en se claquant dans les doigts. En gros, quand on dit qu'il ne faut pas lancer 6 EPR, il faudrait 20, 30, 40 d'ici 2060, c'est un bouleversement complet de la filière. Mais notre problème aujourd'hui, c'est que quand on a demandé à RTE d'imaginer un scénario à 100% renouvelable, quelle audace! Aujourd'hui, le rapport montre que c'est une solution catastrophique, 900 milliards pour ce scénario contre 400, contre le 50-50 qu'ils ont préconisé. Pourtant, ils ont fait le travail. Mais quand le CRME leur a dit « peut-être qu'on pourrait essayer de regarder un scénario où on ne se limite pas à 6 EPR, mais on va jusqu'à 30, et en 2050, on aura, je prends des chiffres, une centaine de gigawatts de puissance pour faire face aux périodes de pointe, et donc on aura une proportion d'énergie nucléaire qui remontera dans la zone des 70-80% en cumulé sur l'année, telle qu'on l'a eu dans le passé, en faisant quoi? En mettant sur le marché, c'est-à-dire en activant 2 EPR par an pendant 15 ans à partir des années 2035, eh bien, la filière, entre guillemets, ça veut dire en fait EDF, a dit on n'étudie pas ce scénario parce qu'on ne sait pas le faire aujourd'hui, donc on ne le regarde même pas. Et nous, notre conviction, c'est par là que je termine, c'est qu'au moins on étudie notre scénario. Vous avez fait l'effort, RTE, avec tous vos ingénieurs, d'étudier un scénario à 100% renouvelable. Pourquoi vous censurez l'information des Français pour étudier les avantages qu'aurait ce scénario s'il était réalisable? Mettons-les sur la table, les chiffres d'investissement, les CO2, la pilotabilité du système, les prix de revient. Et puis voyons après si on est capable de relever ce défi industriel. J'écoutais ce matin M. de Méo, qui a pris en charge la direction de Renault. Bon. Et il a fait le bilan de tous les avantages qu'il avait chez Renault, et il en a listé beaucoup pour nous dire qu'en gros, il n'y en avait pas beaucoup. Sauf un. Il a dit, si vous avez en France l'énergie nucléaire et la croissance verte, avec ça, je peux, pour Renault, dessiner un horizon. Alors, il y avait aussi les data, il y a un certain nombre d'autres choses. Mais pour le reste, il a parlé des semi-conducteurs. Il a dit que sur l'hydrogène, il y avait un très bel avenir pour la France, à condition d'avoir de l'électricité nucléaire. Et donc, ce n'est pas là Xavier Morneau qui parle, c'est le nouveau CEO de Renault qui nous dit la carte que la France peut jouer en Europe, c'est celle de son électricité nucléaire. Donc, quand on entend le président de Renault dire ça, et qu'on voit en face notre commissaire au plan de l'énergie, RTE, qui refuse d'étudier ce scénario, là, nous disons qu'il y a une véritable entorse au débat démocratique. C'est pour réparer cette entorse que je m'arrête ici et donne immédiatement la parole à la table ronde qui va traiter tous ces sujets en vous remerciant de votre attention.